Daniel Hermis, bonjour. Vous êtes l'un des pilotes de l'Aérotrain. On voudrait vous remercier déjà d'accorder cette interview à Turbo Kermis. Avant d'être dans l'entreprise Jean Bertin, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? Alors, je suis natif de Normandie, de la région de Cherbourg, et je suis parti à Paris parce qu'il n'y avait pas de débouché à Cherbourg. Je suis parti comme dépanneur de télévision, vous voyez, à quoi ça mène. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon oncle qui travaillait à la construction de la voie de l'Aérotrain. Et là, j'ai rencontré l'équipe Bertin et j'ai vu pour la première fois le 01 qui était mis sur rail. Cet engin, ça m'a assez interloqué à l'époque, mais bon, sans plus. Et puis j'ai rencontré Maurice Lefranc. Maurice Lefranc, rappelons-le, qui était le premier pilote d'Aérotrain, que je salue au passage parce qu'il vient d'arriver dans une maison de retraite et pour moi c'est un placement au cœur. J'ai rencontré Maurice Lefranc qui m'a dit votre profil, moi il m'intéresse, j'aimerais bien que vous veniez travailler avec nous parce que formation d'électronique, on a beaucoup d'électronique sur les appareils, donc ça m'intéressait, vous veniez travailler avec nous. Bon, sur le coup, ça ne m'a pas trop intéressé parce que je ne voyais pas trop d'électronique dans l'Aérotrain et puis quand même la machine m'avait interloqué. Et bon, ils ont remis le couvert 2 ou 3 fois comme ça, puis à la fin, donc, j'ai dit écoutez, bon, je vais aller voir chez du personnel, je vais voir vraiment financièrement ce qu'on peut me proposer, puis bon, on va proposer un salaire intéressant. Je suis rentré dans l'équipe à Gometz, j'étais embauché à Gometz, donc par Maurice Lefranc, qui était le premier pilote de l'Aérotrain. Et j'étais le plus jeune de l'équipe à l'époque, il faut dire que j'avais 20 ans. Et Maurice Lefranc, il me dit un jour, voilà, tu es électronicien, électricien, tu connais le tableau de bord par cœur, je voudrais former un deuxième pilote. Et ça serait bien que ce soit toi qui le soit là. Évidemment, moi, j'étais tout émoustillé de pouvoir piloter les aérotrains. Bon, ça faisait un petit froid vis-à-vis de l'équipe parce que j'étais le plus jeune. Et les autres avaient déjà 30, voire 40 ans. Oui, j'ai dit oui, bien sûr, ça m'intéresse. Et puis, Maurice Lefranc s'est blessé. Il m'a dit maintenant, tu n'as pas le choix, il faut y aller, quoi. Bon, Maurice Lefranc, rappelons-le quand même, c'est lui qui a fait les premiers records de vitesse avec le 01, avec la fusée, avec le 02 également. Mais bon, j'étais donc formé par lui pour piloter les aérotrains. Donc, j'ai eu la chance, moi, de faire tout le projet. Maurice Lefranc n'a pas voulu suivre Orléans, donc j'ai piloté le 01 en version hélice, en version réacteur, le 02 évidemment après, et je suis parti à Orléans. Donc, et comme pilote aussi, piloter l'Orléans en version hélice et en version réacteur. Donc vous voyez, j'ai suivi toute cette aventure aérotrain. C'est moi qui ai fermé les portes en 78, quand il y a eu la raid en 74, on a décidé, enfin l'État a décidé d'arrêter le projet. Et vous avez piloté le S44 aussi? Alors le S44, je l'ai piloté accidentellement, je vais dire, parce que le S44, c'est Lefranc qui était resté à Gometz qui s'en occupait. Et on a voulu le transformer pour changer le système de coussin d'air. Et donc c'était dans une période où on transformait le I-80 en I-80 haute vitesse. Donc je suis reparti à Gometz. Et là, j'ai piloté le S44 avec la version de coussin d'air de manutention, qui a été un échec d'ailleurs parce que la voie n'était pas adaptée. Voilà, j'ai piloté le S44 mais accidentellement. J'avais pas beaucoup d'attraits dans cet appareil. Comment ça se passait à l'intérieur de l'I-80 au niveau du pilotage? Là, on parle de pilotage parce que bon, c'est une machine expérimentale, elle est bourrée d'instruments de mesure, d'instruments de contrôle également, mais disons la difficulté majeure c'était
la mise en route de l'appareil. Bon, pour ça, quand même, en amont, il faut dire, j'ai fait des stages chez Ratier pour les hélices, j'ai fait des stages chez Turbomica pour les réacteurs, pour les turbines. J'ai fait des stages à l'Asnigma pour les réacteurs, et chez Messier, vous voyez, pour l'hydraulique. Parce que tout ça, il faut dire que quand vous devenez pilote d'essai d'une machine comme ça, quand vous agissez sur un bouton, il faut savoir derrière la chaîne, tout ce qui se passe derrière. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Parce que s'il se passe quelque chose d'anormal, il faut que vous ayez la réaction immédiate pour pallier à ce problème. Donc, c'était très intéressant. Moi, je savais, à partir du moment où j'appuyais sur un bouton, je savais ce qui se passait derrière. Avec toute la chaîne de commande de l'appareil. Sur les films, on vous voit manipuler des manettes qui sont sur votre Sur la gauche, oui. Oui. À quoi servaient ces Alors, manettes? Dans la version hélice, vous aviez la commande des deux moteurs Turbo 3, commande de gaz. Vous aviez la version de commande de pas d'hélice. L'hélice avait un pas de plus 45, moins 45 en reverse. Et vous aviez l'autre commande du Turbo Astazu, celui qui actionnait les ventilateurs pour la sustentation. Et sur les plateformes de retournement, pouvez-vous nous expliquer comment ça se passait? C'était électrique le rail ou alors non, pas du tout. Manuel? Le rail avait un pivot central. D'accord. Donc il était mobile, à la limite, il pouvait bouger tout seul. On le verrouillait quand même par sécurité. Il y avait une personne qui descendait et qui le déverrouillait. Sur le I-80, il y avait un train d'atterrissage, comme sur un avion. Il y avait deux roues qui descendaient, donc un pouce comme ça. On les mettait à 90 degrés et ces roues étaient munies de moteurs hydrauliques. Donc à l'intérieur, c'est moi qui tournais le volant, j'actionnais la roue arrière et on actionnait l'hydraulique et le véhicule tournait tout seul. On remettait les roues dans l'axe, on relevait le train et on repartait. Est-ce que vous avez eu des pannes au niveau de l'I-80? Alors la panne on a eu des pannes, oui, mais ce n'est pas des pannes. C'est pas des pannes au sens propre de la sustentation, donc du coussin d'air. L'élément principal, vous avez bien compris, dans les aérotrains, c'était le coussin d'air. Au niveau coussin d'air, on n'a jamais eu de panne. Bon, on a eu une panne de turbine Turbomica, ça arrive, une panne de turbine, qu'on a démonté au bout de voie et qu'on a renvoyé chez le constructeur et qui nous les réparait. Et l'autre panne, c'était une panne d'hélice. Il y a le moyeu qui a grippé sur l'hélice à un moment donné. Et vous voyez, ce sont des pannes mécaniques, je vais dire classiques, mais qui n'ont rien à voir avec le coussin d'air. Et quand il y avait une panne au milieu de la voie, il y avait une camionnette qui venait vous dépanner. Comment ça se passait? Non, on n'a jamais eu de panne au niveau de la voie. Mais à partir du moment où vous aviez la sustentation, par exemple, quand on est resté en panne d'hélice, je me souviens, c'est moi qui étais pilote, on a tourné le véhicule et puis on avait quand même les trains d'atterrissage qu'on pouvait sortir avec des roues hydrauliques, on avançait. Et donc je suis parti en sustentation, il n'y avait plus d'hélice, en sustentation avec les moteurs hydrauliques. Et puis je m'apercevais quand même que le véhicule avait tendance à vouloir y aller tout seul. Je n'avais pas intégré qu'on avait un vent de 100 km/h derrière. J'ai relevé le train, j'ai mis l'hélice à pas zéro, ce qui servait de voile en fait, et on est rentré comme ça. Vous voyez, le vent nous a poussé et on est rentré à la base comme ça, et puis on a dépanné à la base, quoi. Et pour le rentrer dans le hangar, il y avait combien de personnes pour le pousser? Il était autonome. Autonome? Vous aviez la partie verticale du rail Qui descendait? On appelle ça le rail expérimental. Et on descendait le train, on était en sustentation, et avec le petit volant à l'intérieur, qui dirigeait la roue, on faisait un 360, on rentrait dans l'hangar, il était autonome. Alors, quelquefois, vous avez vu des gens qui poussaient parce que, à un moment donné. Dans les films, on voit ça. Oui, c'est parce que, à un moment donné, la grande plateforme centrale, s'était décalée par rapport au rail. Il y avait une marche. Alors, le moteur hydraulique avait du mal à entraîner le véhicule. Alors, on l'aidait, on poussait un petit peu, mais autrement, non, il était absolument autonome.
vous pouvez nous parler des personnalités qui sont venues voir l'aérotrain, ainsi que voyager Alors, il y a eu beaucoup de personnalités, beaucoup de ministres qui sont venus. Je me rappelle de Gallet, qui était ministre des Transports à l'époque. C'était étonnant. D'ailleurs, Gallet est arrivé en train spécial et s'est arrêté à la petite gare de Chevigny. Il était venu essayer la version hélice. C'est lui qui a d'ailleurs donné le feu vert pour faire la version Rafale. C'est surtout lui que je retiens au niveau État français, mais on a reçu des gens du monde entier. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas gardé, on avait des feuilles d'accueil, vous savez, comment on appelle ça, des fiches de renseignement quelque part pour donner aux passagers. On n'a jamais eu de critiques. Les gens, d'ailleurs, les passagers dans le I-80, s'il n'y avait pas eu l'affichage de la vitesse, à 400 à l'heure, ils avaient l'impression d'être à 100 à l'heure. Comme il n'y avait pas de référence latérale, et dans un confort exceptionnel, il faut reconnaître. Et à Chevilly, vous logiez à l'hôtel ou pas? Oui, oui, on partait la semaine et on logeait à la Gerbe de Blé. D'ailleurs, cet hôtel, il s'est ouvert le jour où l'aérotrain est arrivé. C'est nous qui avons étraîné les chambres. Enfin, c'est une petite anecdote, mais le patron de l'hôtel a été interviewé plusieurs fois d'ailleurs sur l'aérotrain. C'est là d'ailleurs qu'on recevait toutes les personnalités. C'était un hôtel qui avait une grande salle d'accueil. Et vous avez fait des essais de nuit avec l'I-80. Oui. Alors, le I-80, il faut dire que dans la version hélice, les chemins de fer avaient une participation dans le projet aérotrain. Ils nous ont obligés de faire ce qu'on appelle une période d'endurance. Donc il fallait que pendant 3 mois, on fasse des allers-retours journaliers, sans arrêt, juste arrêter pour faire les pleins. Ce qui a été fait d'ailleurs, et je peux vous dire que sur une voie de 18 km, on arrivait à faire 1200 km par jour. 1200 km. On terminait de nuit, on avait des phares, on tournait de nuit. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la fin de l'aérotrain, de l'I-80 ? Comment ça s'est passé quand vous avez appris que le projet n'aura pas de débouché commercial ? Si vous voulez, nous on a appris ça presque par les journaux. Bon, ça fait une traînée de poudre chez Bertin, mais vous comprenez que on n'a pas compris, nous les techniciens, pilotes, etc. L'aérotrain, il n'y a pas eu de problème majeur. Tous les essais se sont enchaînés. Vous vous rendez compte de 66 à 74, on a fait le 01, le 02, I-80 hélice, I-80 aux vitesses, vraiment sans problème majeur. Et tous les hommes politiques qui nous avaient rendu visite, que ce soit en France ou à l'extérieur, voyaient vraiment un avenir à l'aérotrain. Et d'un seul coup, on dit on arrête. Alors que il y avait une loi qui avait été votée, Cergy Pontoise à la Défense. Donc pour nous, tout allait s'enchaîner à la suite. Quoi, hein. Et en 1974, Giscard d'Estaing arrive au pouvoir et hop, on n'arrête plus. Alors, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est de l'amertume, c'est de la colère, c'est des années de travail où on sent que tout s'écroule, où il y a cru encore un petit peu parce que, bon, ça c'était en 1974, et moi je suis resté avec un mécanicien jusqu'en 1978. On a cru, parce qu'il fallait faire marcher la machine, et on a cru quand même que ça allait redémarrer. Que M. Bertin allait quand même persuader les hommes politiques qu'il fallait continuer. Manque de chance, Jean Bertin est mort en 1975, et là ça a été la catastrophe. Quoi. On a tout cumulé, la mort de Pompidou, le choc pétrolier, la mort de Jean Bertin, ça a été la mort de l'aéroport.
Donc voilà. Dans la vie de tous les jours, comment était Jean Bertin? Jean Bertin, c'était un homme humain. Il était près de ses hommes. Il aimait pas les tirs au flanc. Ça, c'est un homme qui était. Il fallait toujours être dans le travail. Alors, et c'est vrai qu'il avait cette particularité. On déjeunait quelquefois chez lui avec lui. Il n'arrivait pas à déconnecter de la technique. À table, vous ne pouviez pas parler de n'importe quoi, on parlait technique. On parlait toujours technique. Puis, en plus, pas forcément que de l'aérotrain, il y avait des idées tous les jours, cet homme-là. Mais je me souviens, par exemple, à la Société Bertin, quand on allait au restaurant, il passait toujours par les ateliers. Il allait rendre visite il voyait les ouvriers travailler, il demandait ce qu'ils faisaient, à quoi ça allait servir. Ben, vous voyez un patron comme ça, quand vous avez votre patron qui vient et qui s'intéresse à ce que vous faites, ben, c'est bien, vous êtes vraiment gonflé à bloc. Alors, un des reproches qu'on a fait à l'I-80, c'est qu'il était bruyant. Non, alors l'I-80 haute vitesse, je pense qu'on n'a jamais fait de reproche puisqu'il a été conçu pour vraiment être insonorisé. Il avait une hélice carénée, donc il ne faisait pas de bruit. On a fait des mesures comparatives par rapport au train, même au train classique, on ne parlait pas de TGV, il était beaucoup moins bruyant que le train. Et au niveau de la l'HV, mais évidemment, après, quand Jean Bertin a voulu aller au-delà de 300 à l'heure, on a mis un réacteur de Caravelle qui avait la réputation d'être très bruyant. Mais il faut dire que ça a été fait vraiment pour montrer qu'on pouvait aller au-delà de 400 à l'heure. C'est tout. Mais dans la version définitive, l'aérotrain aurait été silencieux. D'abord, je pense qu'on aurait évolué beaucoup dans le moteur linéaire et qu'on aurait fait des versions électriques. pensez-vous qu'un jour l'aérotrain reviendra ou alors il est réellement mort? Moi, très sincèrement, je pense que c'est fichu un peu pour l'aérotrain. De toute façon, en France, c'est fichu. Le TGV a tissé sa toile. Maintenant, si on peut dire beaucoup de choses sur le TGV, c'est fichu. Alors peut-être à l'étranger, je peux vous dire qu'il y a des gens extérieurs à Bertin d'ailleurs qui s'intéressent, des ingénieurs qui s'intéressent encore au projet aérotrain parce qu'ils trouvent que cette technique d'avant-garde, elle est encore au bout du jour. Mais il faudrait que des jeunes, il y a des jeunes aussi qui se passionnent en voyant les films aérotrain. Pourquoi ça ne marche pas? Alors que on ne peut pas faire plus simple. Quand on voit un TGV, bon, le TGV, on peut dire que c'est un beau produit maintenant, sauf qu'on oublie souvent que le TGV, il lui faut un rail parfaitement aligné qui coûte très cher. L'aérotrain, c'est simple. Pour vous situer quand même, de 69 à 78, où j'ai donc été à Orléans, on n'a pas fait une heure d'entretien sur la voie de l'aérotrain. C'est parlant. Jésus, si tu avais des questions à poser. Ouais, pour le record de vitesse, comment ça s'est passé? Alors le record de vitesse, j'étais un petit peu frustré parce qu'il y avait un autre pilote qui était là, qui était Graff, bon, qui était mon aîné, hein, parce que c'était lui qui était le responsable de la base, quoi. Alors ce jour-là, c'est lui qui était aux commandes. Il a voulu que je me mette derrière lui à la place du mécanicien pour paraître sur le record. J'ai dit, moi, je n'ai aucune raison de prendre la place du mécanicien. Je me suis mis de l'autre côté, à côté de lui. Mais vous savez, le record du I-80, si on parle du record de Gometz, ça c'était autre chose avec le front. Je pense que le seul pilote qui a pris des risques, c'est Maurice Lefranc. Parce que sur une voie de 6 km 600, faire un record avec le 0,2, avec une fusée d'appoint derrière, une fusée de 1000 kg qui vous pousse, qui vous donne plus d'un jet d'accélération, là c'était vraiment quelque chose. Orléans, c'était quoi le record? Il fallait avoir des bonnes conditions atmosphériques,
c'est-à-dire qu'il fasse relativement frais, pour avoir toute la puissance possible sur le réacteur. Mais c'est tout, mais voilà. Si on avait pu, on aurait dû d'ailleurs à l'époque, c'est bien dommage qu'on ne l'ait pas fait, c'est mettre une fusée ou deux fusées d'appoint pour aller à 600 ou 700 km/h. Comme ça, le revoir n'aurait jamais été battu. Et comment ça s'est passé en fait? Il a été à une plateforme et vous freiniez, vous mettez toute la puissance Oui, on mettait toute la puissance et puis voilà, c'est tout. Le réacteur à fond, dans des bonnes conditions atmosphériques, c'est tout. Mais je peux vous dire que ce record qui a été fait à Orléans, moi je l'ai battu, mais il n'a pas été homologué. Un jour, on avait un vent de plus de 100 km/h derrière. Je voyais le badin qui montait à 450. Qu'est-ce qui se passe? Alors que tous les jours, j'allais voir, on avait une petite station météo, j'allais voir les météos et je n'étais pas allé ce jour-là. Et puis bon, c'était un record, mais il n'était pas officiel parce que vous savez qu'un record, il faut qu'il soit officialisé par l'Aéroclub de France. Donc il n'a pas été officialisé, mais je suis monté à 450 à l'heure déjà avec le I-80. Et est-ce que ça a accéléré rapidement? Pardon? Est-ce qu'il a accéléré rapidement oui, bien sûr. Mais bon, il faut vous dire que pour les essais, on a accéléré rapidement, le plus rapidement possible. Mais dans une version commerciale, il ne faut pas trop non plus accélérer pour donner. Il ne faut pas que les passagers soient collés au siège. Il faut accélérer progressivement puis monter en vitesse. Et Ruan-Saran, vous le faisiez en combien de temps avec le 250? Je ne me souviens plus en combien de temps. Ce que je peux vous dire, c'est que notre joie, c'était de faire la course avec le Capitole. J'expliquais ça tout à l'heure. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un pilote du Capitole dans une foire. On se mettait du côté Saran, on attendait le Capitole, parce qu'on savait à quelle heure il passait. Et là, quand le Capitole passait, on mettait la gomme et il passait à 200 à l'heure. Et on le rattrapait sur la plaine. Et un jour, on a fait le pari. J'ai dit au gars qui déverrouillait la plateforme de se mettre bien près. On l'a doublé. On a eu le temps de se retourner. On a recroisé le Capitole. Alors la personne, les chemins de fer que j'avais rencontré, le pilote le conducteur du Capitole, il m'a dit, là vous m'avez vexé, quand vous m'avez recroisé, mais bon, il était très, très sympathique, on a bien discuté. Lui ne comprenait pas d'ailleurs qu'un projet comme l'aérotrain s'arrête, parce que on a toujours pensé que c'était un concurrent des chemins de fer, mais c'était un moyen de transport entre le train et l'avion. Et pendant les essais, à quoi ça consistait en fait les essais, il y avait, vous savez, on était assez quand même structuré. Il y avait un pilote d'essai avec des calculateurs, il y avait une salle qui était réservée pour eux. Moi, c'était simple, le matin, je partais avec une feuille d'essai, on me disait aujourd'hui, tu vas faire une vitesse stabilisée, on va regarder la consommation des moteurs, par exemple. Un autre jour, c'était, bon, tu vas réduire les ventilateurs de tant de pourcents, puis on va voir comment ça se passe, la levée du véhicule. Mais il y avait tout un tas d'essais comme ça. Tous les jours, ça variait. Et après, il y a eu les essais de freinage. Alors là, c'était un peu pénible parce que fallait se mettre dans une configuration de sécurité telle qu'on coupait tout, sustentation, moteur, et on freinait tout ce qu'on pouvait pour s'arrêter. Alors vous voyez, les décélérations, je vais vous dire, à la fin de la journée, le cerveau, il avait beaucoup bougé. Et on tirait vraiment le maximum d'enseignements possibles pour éventuellement améliorer, non pas les performances, parce que les performances, c'est une question de constructeur de moteur, d'avion, mais les performances du coussin lui-même, du coussin d'air. Et après la fin de l'aérotrain, vous avez fait quoi comme professionnellement? Moi, j'ai eu la chance de continuer dans le coussin d'air. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que la mention des aérotrains, c'est surtout le coussin d'air. Et en parallèle, on a développé des coussins d'air de manutention, des coussins circulaires à faible consommation.
J'ai fini chez Bertin comme chef de produit, chef de service, comme vous voulez, service coussin d'air. Ça m'a permis puisqu'on a eu un gros marché pour Ariane, ça m'a permis d'aller à Kourou pendant 15 ans pour vérifier toutes les installations qu'on avait fournies. Mais j'ai fini ma carrière comme ça sur le coussin d'air. Une question, Jésus?